tout comme Pierre Ducrot. C'est l'after du lundi, c'est normal. Et comme il est 23h19, on est en pleine page drôle de dame. Après l'avis tranché de Fred Hermel, avant celui de David Lorto, celui de Philippe Auclair, place à l'Italie avec Simone Rovera. Il y a Alexis Sanchez. Chapeau 4. Il est à Arsenal. Il n'est pas au Real Madrid, monsieur. Et Simone, tu veux nous parler de la Roma qui joue donc. À qui était adressé le monsieur? Oui, c'est vrai ça. C'est ça le truc. Qui était le monsieur? Avec qui tu débattais de ça? Je pense que c'était un monsieur. Monsieur en général. Monsieur, c'était plus réel. C'était Ouais, comme voilà, ça. c'était un messieurs. Ah, tu voulais dire en fait. messieurs, et puis t'as dit monsieur. Je voulais dire Ah, ouais, messieurs, d'accord. d'accord. Oui, Alors oui. la Roma reçoit. Sinon j'aurais du Fred Hermel forcément. La Roma reçoit Chelsea Oui, demain à 20h45. Bah oui, parce que c'est un monsieur Hermel. Et toi, tu vois la Roma sortir de ce groupe? Je vois la Roma sortir, je pense même bien de ces groupes. C'était considéré un peu les groupes de la mort. C'est Roma, Chelsea, Atlético Madrid, avec Karabag qui en théorie ne devait pas poser des problèmes. Elle a déjà fait à l'Atlético. Et je vois un Roma qui monte petit à petit, toujours pousse en puissance en Serie A, même en Ligue des Champions. Le match de Chelsea a été sûrement les meilleurs matchs de la saison de la Roma, et je ne vois pas pourquoi cette Roma ne peut Ça leur a fait du bien en championnat. Genre ce match-là était comme un peu fondateur, même pour Di Francesco qui est nouveau coach, pour s'affirmer lui, tout ça. À niveau de ce que représente un match comme ça dans une ville comme Rome, avec toutes les pressions qu'il y a, surtout le fait que Di Francesco a des bons résultats pour l'instant, mais le jeu n'est pas encore extraordinaire. Le fait d'avoir fait les matchs qu'il fallait en Ligue des Champions, oui, ça aide parce que mettre à terre un peu de bruit, un peu de voilà. tranquillité. Mais l'effet, moi je vois surtout dans cette médiocrité qu'il y a pour l'instant en championnat, l'effet qu'il est en train de chercher de bâtir quelque chose. Les dernières 3 victoires arrivent sur 3, 1-0, où la Roma prend pas beaucoup de risques, ni offensivement, mais surtout défensivement, elle est plutôt stable. Mais la chose intéressante de cette Roma, qu'on est en train de voir des changements, mais je pense des changements d'avenir. Les joueurs qui ont été fondamental, important dans cette dernière saison, surtout au milieu de terrain, De Rossi, Nainggolan, Strootman, on les voit moins. Sont moins importants. Nainggolan est moins. Nainggolan fait, je pense, son pire début de saison depuis plusieurs années. Il y a des jeunes qui sont en train de prendre un peu plus de puissance. Je pense au Pellegrini, qui était un joueur qui est arrivé des Sassuolo avec Di Francesco, que Di Francesco a demandé. Aujourd'hui, il est important, sélectionné par Ventura. On le considère aussi un potentiel titulaire à la Coupe du Monde si l'Italie arrive. Donc, pour vous dire quelle marge de progression il a. Gonalon, non, il joue pas. Gonalon, il a joué des matchs. Il a joué face à Chelsea. Il a été bon. Il a été bon d'ailleurs. Il a joué d'autres matchs, il est bon. Et quand il est titulaire à la place de Rossi, on ne regrette pas énormément de Rossi, même si on sait que De Rossi peut donner quelque chose en plus. Il y a certains joueurs qui sont très importants, quelqu'un on l'avait oublié. Et moi, je me rappelle quand on a fait les chapeaux la saison dernière, moi j'avais oublié ces joueurs. Florenzi. Ils reviennent après 1 an. Ah oui, parce qu'il a été blessé très longtemps. Mais j'adore ce joueur. Les croisés, ils reviennent. Et il arrive à revenir en forme avec toutes ces blessures qu'il a eues. Parce que... premier match, passe décisive. Deuxième match, il marque un but. Donc, on voit surtout Florenzi. Ah lui, oui, dans les chapeaux des latéraux. Dans les latéraux, pour moi, c'est chapeau 1 s'il est en forme. Ouais. Donc, ce qu'est en train d'apporter Florenzi, qui a repris à jouer 325 jours après sa première blessure, c'est important. Mais imaginez, si la reprise après 325 jours arrive et est déjà bonne, il n'a pas eu un peu les problèmes de Marchisio qu'on le voit sur le terrain, après il sort, et les pépins musculaires. Apparemment, Florenzi reprend vraiment très bien. Et surtout la Roma qui a fait un mercato géré par Monchi, donc un mercato d'avenir. C'est vrai qu'à Monchi, on oublie des trucs sur la Roma, mais Monchi est là-bas. Et Monchi a fait un mercato où a dépensé, imaginez, pour 3 joueurs d'avenir 80 millions, et on ne l'a pas vu ces 3 joueurs. Un c'est Karsdorp qui s'est fait les croiser. Karsdorp, un latéral néerlandais. Petite stat, sur les 2 dernières saisons, il y a 12 joueurs de la Roma qui sont fait les croisés. Il y a une polémique incroyable. La pelouse est pourrie, qu'est-ce qui se passe à l'entraînement? Tu peux répéter ça, Simone, parce que là j'ai du mal à... 12 joueurs, 12. 4 font partie du groupe des jeunes. Mais il y a quand même Strootman, 2 fois Florenzi, Karsdorp, Tuminello. Il y a une liste énorme. Rudiger. Peut-être qu'il le vire, l'américain, là, non?
Oui, mais... Rudiger aussi s'était fait ça. Rudiger s'était fait les croisés avant l'Euro. Donc il y a vraiment une malchance aussi qu'on est en train de continuer à vivre à Roma. Mais comme Florenzi reprend bien, ça donne de la confiance pour l'avenir. Mais malheureusement, Karsdorp, qui est un joueur du 95, on l'a pas vu. Chic, pour vous dire, c'était les meilleurs jeunes de la saison dernière en Italie, les plus grands achats de l'histoire de la Roma, 40 millions d'euros. Il a eu des problèmes, des soucis. Heureusement, lui, s'est pas fait le croiser pour l'instant. Donc l'équipe a de l'avenir, quoi. Avec une équipe qui a de l'avenir, et surtout je la vois avec un avenir déjà dans la saison. Et Di Francesco est en train de faire déjà une petite révolution cette saison en changeant des postes clés, et c'est pour ça que je vois à petit futur des résultats grand coach qui arrivent. Di Francesco. Futur grand coach qui a passé 5 ans à Sassuolo avec des bons résultats. Pour qui ne le connaît pas, lui est considéré un Zeman 2.0. C'est-à-dire c'est l'héritier des Zeman. Zeman, c'est un peu même école que Bielsa, par exemple. Mais lui, il dit... C'est le Sampaoli de Bielsa. On a le droit d'aimer ces gens-là aussi. Voilà, c'est un peu les Sampaoli. On a le droit de les aimer des mecs qui ne gagnent pas aussi. Et de les critiquer sur quelques aspects de leur personnalité ou de leur caractère. Mais une chose que dit Francesco, c'est... Et sur le classement, et leur position au classement aussi. Aussi, accessoirement. Oui, mais après, il y a certaines, qu'on peut dire, disciples qui gagnent, par contre. Et je ne sais pas si Di Francesco va être quelqu'un qui va écrire l'histoire de la Roma ou apporter des titres à la Roma. C'est sûr que... Di Francesco, il a aussi croisé Capello, quoi. Donc il peut prendre un peu de partout quand même dans sa vie. Il a gagné un titre à Roma, donc il a tout pour réussir dans cette équipe et dans cette ville. Et surtout, il est en train d'apporter des résultats, une mentalité aussi positive, parce que quand tu gagnes, tu te sens plus fort. C'est une chose qu'on voit avec la Roma, qu'on voit aussi avec l'Inter, qui, petite parenthèse, elle a gagné ce soir un match totalement pourri. Mais encore une fois, tu gagnes, tu te retrouves derrière Naples. C'est important pour l'Inter. 2-1 à Vérone et ils sont toujours à 2 points de Naples. Et tu te retrouves à 2 points de Naples. Donc, Di Francesco est en train vraiment de bâtir à petit une Roma solide. Et je pense qu'en Ligue des Champions, c'est là où il peut laisser vraiment les joueurs se régaler, faire quelque chose de plus. Et pour l'instant, cette saison, pour dire 4 derniers matchs, Dzeko n'a pas marqué de but, où il marque à Chelsea, le match plus important. Donc, c'est une Roma qui arrive. C'est un match référence d'ailleurs, dans le jeu. Pour le coup, la Roma était quasiment meilleure que Chelsea sur ce match. Absolument, oui. Elle l'était. La Roma était bon dans certains matchs importants, face à Milan, face à Naples, elle n'était pas mauvaise, mais Naples, aujourd'hui, c'est probablement l'équipe qui joue mieux en Italie, donc ça peut arriver qu'elle gagne. Elle avait joué très bien face à l'Inter pour 70 minutes, après elle a pris 3 buts dans les 20 dernières minutes, mais c'est une équipe qui joue bien face aux gros. C'est pour ça que je pense qu'en Ligue des Champions, elle peut vraiment faire quelque chose. Dans ces gros matchs, les joueurs du milieu de terrain, d'expérience, dont tu m'as parlé au début, ils jouaient ou pas? Oui. Pas tous, comme je dis, à Chelsea il n'y avait pas des Rossi, mais il y avait Nainggolan et Strootman. Oui, mais Nainggolan peut-être il le voit moins bien face au Bologna, face à la Spal, mais dans les gros matchs tu vois qu'il a l'envie. Donc peut-être cette année aussi cette dépendance. Il y a 4 matchs sans marquer un but en Serie A pour Dzeko, c'est beaucoup, mais s'il est là pour les grands rendez-vous. Et si la Roma sort, ça veut dire que l'Atlético reste sur le carreau, et ça, ce sera une sacrée surprise quand même. À partir du moment où il laisse les 2 points à Karabag. Ben voilà, mais demain tout est compliqué. Bien entendu au Wanda, et c'est vrai que si l'Atlético ne gagne pas demain, c'est fini. Mais d'un autre côté, mais demain ils vont gagner demain. Ils vont gagner demain. Oui, si l'Atlético gagne pas demain, c'est fini quoi. Enfin, je veux dire, ça paraît. Non, mais demain. Même en gagnant demain, c'est très compliqué pour l'Atlético. Mais oui, en fait, si Chelsea l'emporte demain, demain à Rome, il n'y a plus qu'un match à jouer. Il suffira de gagner pour l'Atlético au Wanda contre la Roma lors de la prochaine journée. C'est pas impossible. Donc ça a l'air comme ça très mauvais, mais c'est voilà, il faut que Chelsea s'impose demain, et après dans ce cas-là, parce que si l'Atlético gagne ces 3 matchs. Est-ce que le Chelsea actuel, et là je demande à Philippe, alors évidemment sur ce genre de match-là, dire ils peuvent aller gagner à Rome, évidemment qu'ils peuvent aller gagner à Rome, mais il me semble pas ce Chelsea extraordinaire en ce moment. Non, il n'est pas extraordinaire, mais cela dit, les meilleures performances ont eu tendance à être en Ligue des Champions. Même quand ils étaient dans un moment très très compliqué en championnat face à la Roma et à un grand Dzeko et tout ce qu'on voudra, ils ont fait match nul dans un match qui était quand même un caractère très particulier, où ils avaient mené 2-0 d'ailleurs. Mais
Je sais pas. Tu sais, il y a tellement, Daniel, autour de Antonio Conte, il y a tellement de trucs qui se racontent en ce moment. Mais j'ai du mal à comprendre cette ambiance à Chelsea. C'est fou comme ça a brillé chez le champion. C'est Chelsea. Bah oui, mais c'était comme ça quand Ancelotti était champion. C'était comme ça quand Mourinho était champion. C'est Chelsea. C'est à savoir que les choses tournent vinaigre en l'espace de 3 mouvements. Et pour ce qui est du voyage à la Roma. Alors, ne soyez pas surpris si vous voyez un milieu de terrain français reprendre, qui ne sera pas Bakayoko, prendre sa place dans le milieu de terrain de Chelsea au passage. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris ça. Ça veut dire qu'il y a un petit mec là qui mesure 1m40. Oui, absolument. Ouais. Voilà. Je ne serais pas surpris du tout. Alors, mais pourquoi on serait surpris? Je comprends pas ce que tu veux dire par là. Parce qu'il est de retour de blessure. Oui, donc s'il est de retour, il joue Kanté, c'est un titulaire indiscutable. Non, mais il garde. Ça veut dire que Kanté, c'est tout pour l'Europe cette saison. C'est-à-dire le retour de blessure de Hazard, c'est en Europe. Le retour de blessure de Alvaro Morata, c'est en Europe. Le retour de blessure de N'Golo Kanté, ça se passe en Europe. Là, c'est plus Philippe, précis. avant que tu enchaînes sur ton avis tranché, Simonet, pour terminer sur l'Italie. Bon, qu'est-ce qu'on retire du week-end? Statu quo complet en haut de tableau là. On est obligé de parler de la Juve qui gagne, parce qu'on doit parler de la même chose, du Milan qui perd et de la Juve qui gagne. C'est ces matchs, je pense, référence en négative pour Milan qui n'arrive pas à gagner un match face à un grand. Et surtout, il faut dire chapeau parfois à Gonzalo Higuaín, qui, c'est vrai, il n'est pas déterminant dans tous les matchs, mais il arrive à faire quelque chose d'important. Des statistiques qu'il faut souligner ce week-end, il marque son 101e but en Serie A, et donc il a marqué plus de 100 buts, soit en Liga, soit en Serie A. Il a perdu un peu, non? Oui, elle a perdu 2 kilos, on dit. On la voit bien un peu plus affûtée. 2 kilos en moins, 2 buts en plus. Dans les 20 dernières années, il n'y a que 2 joueurs qui ont marqué plus de 100 buts dans 2 des 5 plus grands championnats. Un, c'est Ibrahimovic, en Liga, en Serie A et en Ligue 1. Et l'autre, c'est Higuaín, 107 en Liga et 101 en Fred, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, Higuaín, c'est bien de marquer beaucoup de buts, mais moi personnellement, je préfère la qualité des buts et l'importance des buts à la quantité des buts. Voilà. Je savais que je sonnais la bonne. C'est vrai qu'il manque un buteur. C'est facile, sur 2 fois 100 buts, il a dû en marquer quelques-uns d'importants quand même, non? Pas en finale de Ligue des Champions, pas en finale de la Ligue, pas en finale de Mondial, pas en finale de la Copa Europa, de la Copa América. Il a réussi à faire pleurer Messi. Oui, d'accord, mais des buts pour être champion, c'est déjà ça quand même. Pour un résumé, tous les attaquants numéro 9 qui se sont approchés à 5 mètres de Benzema sont des pipes. C'est bien que tu le saches. C'est bien que tu le saches. Moi je découvre, tu m'excuses. Oui, alors attendez, je suis obligé de raconter à Pierre, Higuaín avec Fred ou avec Simonet, ça fait partie des numéros bien rodés de l'after. Donc que ce soit clair. Pierre, pour que ce soit clair, Higuaín est une pipe, Morata est une pipe. C'est une énorme pipe. Le mec, à un moment, je crois qu'il a parlé à Benzema. Et Adebayor? Ah bah il n'existe même pas. Il y a eu Adebayor, hein. Non, il n'existe pas. Higuaín, j'aime bien. Manolo, on l'appelait. On l'appelait Manolo ici. Bon, allez, on en reste là, Simonet, sur l'Italie. On enchaîne avec l'avis tranché de Philippe Auclair en Angleterre. Philippe, sur la gastronomie, on voulait te baisser ton micro à la base. Ouais, voilà. Mais on le lève pour parler foot. Mais pourtant, je pourrais vous raconter plein de choses sur les gastronomies. La violence du jingle, je me rendais pas compte. C'était assez violent, et en plus de ça. Et après, on dit que c'est moi qui suis violent. C'est lié à l'art culinaire anglais, quoi. Bah oui, c'est pour ça. Mon petit Pierre, ça fait quand même un certain temps que j'habite en Angleterre. Je peux te garantir que si tu viens ici, à Londres, je vais t'emmener dans des restaurants qui ne te feront pas regretter, les meilleurs restaurants de Londres, de Paris, italiens, asiatiques, japonais, tout ce que tu veux. C'est pas de la panse de brebis farcie ou de. Ah mais la panse de brebis, c'est très bon. C'est la spécialité écossaise. Qu'est-ce que c'est bon ça. Non mais attendez, n'oublie pas que tu parles, Fred, n'oublie pas que tu parles à quelqu'un qui a un arrière-grand-père qui était né à Édimbourg et donc qui a. Ah oui, c'est pas gallois, c'est écossais le. Ah oui, je viens de le dire. Enfin attendez, on va pas juger la cuisine d'un pays. N'était pas tranché dans le haggis ou dans le
le gigot de Rio. Merci, chercher le nom. Attends, je vais te lancer, mais juste avant, on juge pas quand même la gastronomie d'un pays au grand au grand restaurant gastronomique. Bien sûr que non, il manquera plus que ça. On juge plutôt la cuisine populaire de tous les jours. Bien sûr. C'était juste pour préciser ça. Le triangle est bon en Angleterre. Je vous ferai découvrir. Mais c'est pour ça que l'italienne est la meilleure. Ah ça, sans contestation possible. Ça, je suis pas loin de penser comme toi. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Je pense que personne va tenter. Même pas David Lorto. Nous n'allons pas de nouveau faire. On peut refaire un sondage à notre façon Ramon. Tous les lundis, on parle de bouffe. J'ai pensé à toi ce week-end, Philippe, parce que j'ai acheté un petit peu du Silcoprotas, des trucs, tu sais, avec des cochons qui mangent que des glands et que de bons trucs naturels, etc. Mais je te jure, j'ai pensé à toi. Et c'est pas possible d'aimer un jambon plus que ce jambon-là. Alors nous allons donc trancher notre avis. Oui, nous allons trancher notre avis très fin ce soir. Allez. Voilà, non, absolument. Tu veux nous parler de la meilleure génération anglaise selon toi qui arrive là? Oui, de la meilleure. Oui, et je parle en même temps du championnat d'Angleterre quand je dis ça. Je parle tout simplement de la meilleure génération de joueurs anglais, de jeunes joueurs anglais que le football anglais est connu dans son histoire. Et je le dis sans le moindre, sans prendre de gants. C'est en fait la première sélection mondiale à détenir 2 titres mondiaux et un titre continental la même année. C'est fait depuis la victoire, Fred, tu as peut-être vu ce match qui était magnifique d'ailleurs entre les 2 grands rivaux de cette génération, les U17. C'était les Espagnols qui s'étaient imposés au tir au but à l'Euro. Ce sont les Anglais qui sont imposés 5-2 en finale du Mondial. Après s'être imposé en finale également des U20. Après avoir s'est imposé en finale des U19 en Europe. Avoir atteint également la demi-finale des U21. Donc on a une génération absolument extraordinaire. Mais je dis bien extraordinaire. La question, bien évidemment, c'est qu'est-ce qu'en fait la Première Ligue? Est-ce qu'on peut espérer que ces jeunes équipes d'Angleterre peuvent nous fournir des joueurs anglais qui soient des titulaires dans les grands clubs anglais et faire ce que font les jeunes Espagnols, etc. Avec leur sélection également. Ah oui, parce qu'après, à l'étage au-dessus, à chaque fois, on a l'impression qu'elle régresse un peu la sélection. Mon avis, c'est oui, et je vais prendre des exemples. Parce que je lis ça beaucoup dans la presse anglaise qui, au passage, a fait passer la Première Ligue, le week-end de Première Ligue dont on parlera brièvement ensuite, au second plan pour se concentrer sur cette seconde victoire en Coupe du Monde des jeunes Anglais. C'est que moi je regarde qui sont les joueurs qui font partie de ces sélections de jeunes et je remarque que, et ça c'est nouveau, beaucoup d'entre eux font partie d'équipes de Première Ligue des effectifs pro déjà, et ont joué ce week-end. Et par exemple, tu vas prendre 2 des joueurs qui ont fait partie des U20 ont été titularisés par Claude Puel. Ça vous fait rire, ça, hein, j'imagine. Il y en a un qui a mis un beau but d'ailleurs ce week-end. T'as Demarai Gray qui fait un numéro absolument extraordinaire sur le premier but marqué par Jamie Vardy qui dribble, je ne sais pas si vous pouvez le voir vous-même, mais qui dribble 3 joueurs avant de servir Mahrez, qui sert Jamie Vardy un but à la pure Leicester, mais avec un flair absolument extraordinaire. Et c'est ce jeune mec, Demarai Gray, qui est à l'origine du but. De la même façon, dans la même équipe de Leicester que Claude Puel avait aligné, tu as le jeune Ben Chilwell qui joue au milieu de terrain, qui lui aussi est un mec qui fait partie des U20. Et en face, tu as aussi le jeune Kenny qui met un beau but. Oui, alors le pauvre vieux là, il y peut rien. Mais il fait partie également des sélections. Ouais. Mais je regarde dans ma liste. Et je vois des joueurs d'ailleurs qui n'ont pas participé à ces coupes du monde, aux coupes d'Europe, mais qui auraient pu en faire partie. Dele Alli pour Tottenham, Marcus Rashford pour Manchester United, qui mine de rien était quand même titulaire dans le match que Manchester United gagnait 1-0 contre Tottenham. Je vois Harry Winks, qui était également titulaire pour la 4e fois consécutive, il me semble, à 21 ans, dans le milieu de terrain de Mauricio Pochettino. Je vois des joueurs qui maintenant... Donc là, on les fait jouer, quoi. On les fait jouer. Et on fait jouer, tu sais, Daniel, le truc intéressant, c'est qu'on va dire le temps de jeu des jeunes Anglais diminue, mais par contre, le temps de jeu des jeunes Anglais de classe supérieure augmente. Bon, alors moi, Pardon, vas-y, Daniel. Et pour moi, c'est une excellente nouvelle et pour l'équipe d'Angleterre et pour la Première Ligue, parce que tu as besoin de joueurs du cru. Désolé, tu ne peux pas avoir un championnat complètement international. Est-ce que c'est parce que ces joueurs-là, finalement, jouent beaucoup plus tôt
en première ligue, que tu as des résultats et que les sélections marchent mieux en jeunes, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est parce que ces sélections en jeunes révèlent des talents et que ces joueurs-là, grâce à ça, peuvent jouer plus facilement en club? Et tu sais quoi, Pierre, c'est une excellente question. Je pense que... Merci. Non, mais c'est vrai, et très sincèrement, je pense que la réponse, dans les deux cas, est peut-être. Et c'est qu'on ne sait pas encore. Je crois que tu as une adéquation, tu as une synchronicité entre une génération exceptionnelle, ça arrive. C'est arrivé à nos amis belges, c'est arrivé, Fred, ça t'est arrivé 50 fois avec des Espagnols. Bah ça s'arrête pas en fait. Et ça s'arrête pas puisque, encore une fois, les Espagnols en U17 ont gagné l'Euro et étaient en finale de la Coupe du Monde. Lorto, c'était avec nous, vous avez eu une énorme 2 ou 3 énormes générations dans les années 2000. C'est peut-être un peu plus compliqué, mais dans chaque pays, nous en France, on a eu les 77, on a eu les 87, etc. L'Angleterre, en l'occurrence, il semblerait qu'il y ait une adéquation, une synchronicité entre une production tout simplement de joueurs de très très grand talent et en même temps de la place pour eux dans les clubs. De la place pour eux dans les clubs et avec des entraîneurs qu'il faut. Non, et curieusement, et ça c'est un truc qui me passionne, c'est que les entraîneurs qui font confiance aux jeunes en Angleterre sont des entraîneurs étrangers. À savoir que il n'y a pas d'entraîneur anglais. C'est le vrai problème du football anglais. Si tu en as. Et justement, non, tu en as. Tu as des entraîneurs britanniques. Il y a Roy Hodgson à Crystal Palace. Et Roy, au passage, fait confiance à Loftus-Cheek, qui est justement fait partie des U21 et qui est mais les Anglais ne sont pas connus pour le coaching. L'histoire du football ne retient pas d'entraîneur anglais. Autant écossais, je veux bien, mais pas anglais. Mais Mauricio Pochettino, c'est le supporter numéro 1 de l'équipe d'Angleterre au niveau de faire jouer les jeunes. Je vois Jürgen Klopp, qui n'est pas nécessairement mon entraîneur favori, vous le savez, mais je vois qu'il fait confiance à des jeunes Anglais qu'il les fait jouer. Alexander Arnold, Dominique Solanke, Joe Gomez, des joueurs comme ça. Je vois également, ça pourrait être même en l'occurrence, Pep Guardiola, il va avoir des choix à faire, mais il a 4 Anglais dans son équipe en ce moment, dont un certain Raheem Sterling, qui n'aura que 23 ans en décembre, et qui a également, et alors ça, si on parle des pépites, s'il y a 2 pépites que je sors du lot, et dont vous entendrez beaucoup parler, c'est Phil Foden, le milieu de terrain de Manchester City, et le petit Ryan Brewster, qui est le soulier d'or de la Coupe du Monde à U17, qui est de Liverpool. Ces 2 mecs-là, vous allez les voir très rapidement dans les équipes Philippe, de on va se pencher là-dessus pour Transversal, pour savoir le pourquoi. Ça marche. Et ça, je pense que Daniel, absolument, il faut qu'on fasse un truc en profondeur là-dessus. J'ai une question pour Philippe. Ah oui, alors je voulais qu'on passe au week-end en Angleterre. Un peu du championnat quand même, parce que bon, il se passe des trucs. Moi, je veux bien les gamins, mais enfin bon. Vas-y, Fred, on a parlé du championnat, on a parlé de Leicester, on a parlé de Tottenham également. On parle aussi. Même Mourinho se met à faire jouer des jeunes Anglais, c'est quand même extraordinaire. Alors, Fred, pour conclure sur le sujet. Non, c'est 30 secondes simplement. Peut-être, est-ce qu'il n'y a pas une des raisons, c'est que les Anglais ont beaucoup recruté de jeunes en Europe, notamment en Espagne. Est-ce que ce n'est pas aussi le niveau général des centres de formation, il y a beaucoup d'étrangers techniques qui permet aussi aux jeunes générations d'anglais de monter, quoi, parce qu'on parlait des joueurs prêtés par City, mais il y a beaucoup d'Espagnols prêtés par City à Gérone. Il y a beaucoup de jeunes Espagnols qui sont partis en Espagne, en Angleterre. Mais complètement, dont Alex Garcia, qui est pour moi le meilleur du lot, il est prêté par Manchester City à Girona, de la même façon qu'il y a maintenant des clubs allemands, Lorto, qui font appel à des jeunes Anglais, Rhys Oxford qui est à Mönchengladbach et Sancho qui est au Borussia Dortmund. Donc il se crée quelque chose. Alors Philippe, également dans le championnat d'Angleterre, et on le voit. Il faut quand même qu'on dise un mot de Manchester United qui bat Tottenham dans le choc. Donc à la Mourinho, victoire 1-0. Ah bah pas comme Martial qui marque. Oui, Martial, 4 buts en première ligue, 4 fois comme remplaçant, en jouant 10 à 20 minutes. Et c'est la même chose pour Rashford quand il remplace Martial. Très bon ratio. C'est ça, non? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et bon, ça n'a pas été le plus grand match de la saison, on va être tout à fait franc. Deuxième mi-temps, ça c'est un petit peu, le niveau a été un petit peu plus élevé. On n'a pas été énormément surpris. On a vu bien évidemment l'impact qu'avait l'absence de Harry Kane. Que au passage, Fred, à mon avis, celui-là, il va jouer contre le Real. Ça, tu peux. Oui, c'était une petite. Il pense. Harry Kane va jouer, voilà aussi. Oui. Donc, et Daniel, ça fait encore partie, tu te souviens de ce qu'on a dit depuis le début de la saison, à savoir que cette saison, les clubs anglais prenaient la Ligue des Champions aussi au sérieux, si ce n'est plus que le championnat d'Angleterre. Et tu mets Harry Kane de côté pour pas avoir de problème contre le Real Madrid en allant à Manchester United, ce qui n'est quand même pas rien.
Mais bon, Mourinho fait du Mourinho et il se replace. Il pouvait pas faire autrement, j'allais dire, que faire du Mourinho. Mais ils ont l'immense mérite de marquer. Ils ont l'immense mérite de gagner. Ils ont mis un but spécial championnat d'Angleterre années 70. Complètement. C'était donc David Herrera, Romelu Lukaku déviation de la tête, Anthony Martial qui frappe dans le sol mais qui marque. Donc voilà. Mais le spectacle a été de nouveau Pierre fourni. Ducrot a commenté comme d'habitude Manchester City puisque tu es devenu commentateur officiel de City. Oh, bah, franchement, honnêtement, je préfère. Hein. Ah oui, moi, non, mais je pense que tu t'es quand même pas mal régalé. C'est extraordinaire. J'allais dire. Mais en plus, je le sens que tu t'écl'éclates quand tu les commentes. Là, je regardais les images encore de Manchester United. C'est lamentable comme jeu. Je n'ai pas pu le voir en direct, mais enfin, je crois que c'est affreux. J'ai pas pris de plaisir une seule fois en regardant Manchester United. Mais tu peux pas prendre du plaisir en regardant cette équipe. C'est assez terrible parce qu'en Angleterre, tu enregistres le résultat. Tottenham, tu l'attends comme voilà normalement. Et généralement, en plus de ça, c'était un match qui donnait du spectacle. Cela dit, alors Pierre, je vais te poser une question. Pour terminer. Est-ce que Fernandinho est aujourd'hui, avec N'Golo Kanté, le meilleur milieu de terrain défensif en Europe? En Europe, carrément? Oui. Fernandinho, parce que moi, non mais les gars, vous savez, mais quand il était au Shakhtar, je vous cassais déjà les choses avec lui. Comment il est repositionné par Bielsa au milieu et Casemiro au Real. Non. Non mais Fernandinho, c'est un des meilleurs, assurément. Il est énorme. Il est énorme cette année. Il est énorme. Après de dire que c'est le meilleur avec. Non, mais c'est l'un des tout meilleurs. Je dis ça un petit peu pour casser les pieds à tout le monde, mais c'est l'un des tout meilleurs. C'est pas Rabiot? Oui. Non, c'est un des tout meilleurs en tout cas. Mais en tout cas, encore merci Daniel à Pep Guardiola et à ses joueurs de nous faire vivre chaque week-end des moments tout simplement esthétiquement qui sont extraordinaires. Là, je te rejoins. C'est-à-dire que Fred ne tombe plus dans les provoques sur l'avancante du Real. Toi, tu tombes plus quand j'agite mes chiffons grossièrement. Mais plus personne, les chiffons rouges ne marchent plus. Ça marche plus, c'est terrible. C'est terminé. Fred Hermel, mais il est tendre, on dirait un petit veau dans les pâturages. Laisse-le moi 2 minutes, tu vois ce que j'en fais moi. Un petit veau dans les pâturages. Comme une vieille carne. C'est vrai que tu ressembles à un petit veau. Laisse-le moi 5 minutes, je te le retourne là. J'en fais un petit. Si Fred c'est un petit veau, David Lorto c'est quoi? Petite saucisse. Très bien. Alors on retrouve la petite saucisse. C'est un petit cochon. Avec la vie tranchée de David Lorto. Petit cochon à la broche. C'est qui tourne avec la pomme dans la bouche. Il veut parler de Peter Bosz. À tout de suite dans l'After Show.